Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Ah, mais il est là, Frédéric Brindel. Bonsoir. Comment ça va, Frédéric Brindel? Vous avez entendu, là, avec Trina et Alexandre, on a chanté, tout vous ça. avez chanté, oui. Et paraît-il, vous avez dansé, mais on ne le voyait pas, vous n'étiez pas dans la caméra YouTube savez, de Sud Radio. Je ne sais pas me mettre en scène comme vous, je suis pudique. Tout ça est faux, bien sûr. Allez, c'est pour ça que j'ai rigolé. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver, c'est vendredi. Vendredi, tout est permis. Aujourd'hui, en tout cas j'espère. Ah. Oui, bien sûr, on va vous ouvrir cette antenne au 0826 300 300. Bien, ici vous êtes chez vous, parlons vrai, c'est Sud Radio, ensemble jusqu'à 19h. Et au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron en visite aujourd'hui à Dunkerque pour entériner l'implantation d'une usine de batteries électriques pour le groupe taïwanais Prologium, a présenté sa stratégie en faveur de la réindustrialisation de la France et pour favoriser son attractivité, même si l'Hexagone est en tête au niveau européen. Quelques difficultés subsistent, Frédéric. La France séduit les investisseurs étrangers selon le très sérieux cabinet EY. Les deux grands concurrents de la France en matière sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. La première place a longtemps été dominée par les Britanniques, mais oui, c'est la France qui a progressé petit à petit. L'implantation des entreprises au Royaume-Uni a été en partie affectée par le Brexit. De son côté, vous savez, l'Allemagne, c'est le pays du plein emploi et par conséquent, elle n'a pas besoin qu'on investisse chez elle. Donc, qui est premier? Eh bien, c'est la France. D'où la question que nous vous posons, attractivité économique. La France fait-elle encore rêver les grandes entreprises? Eh ben, je crois que c'est un grand nom à 90% sur notre compte Twitter. Comme ça, c'est réglé. Oh, ça peut changer. Vous savez, c'est comme le temps, ça change. À 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Hier, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a dénoncé dans un rapport annuel une nette aggravation de la surpopulation carcérale. En avril, plus de 73 000 personnes étaient détenues dans des prisons en France pour seulement un peu plus de 60 000 places disponibles, Frédéric. Conséquence de cette surpopulation record, je cite, les prisonniers vivent à 3 par cellule, 21 heures sur 24, au milieu des punaises, des cafards et des rats. 2100 d'entre eux dorment sur un matelas au sol. Nous ferons le point à 18h30 avec nos vraies voix et avec notre invitée Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privatisation de liberté. Elle préconise de créer 15 000 places supplémentaires en prison d'ici 2027. Et notre question, les prisons françaises respectent-elles les droits de l'homme? C'est oui, à 58%, c'est pareil, là-dessus on a envie de vous entendre. Jusqu'à 19h, bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et notre ami Philippe Bilger est de retour. Et le vendredi. Et le vendredi. Un jour béni. C'est exactement, c'est un jour béni. Oui, je sais pas. Pourtant, il y a René, mais... Oui. Parce qu'il vient avec des chocolats. Non, déjà, René tout seul, ça n'a aucun intérêt, mais quand il vient avec des mais là, vous dévoilez un petit peu la suite, parce que les auditeurs de Sud Radio se disent, mais il y a René, mais c'est qui René? C'est mon ami René. Vous n'espérez pas prendre des chocolats pour cette phrase? Mon amour, mon chéri, mon adoration. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonsoir madame. C'est un bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir messieurs. Bonsoir Frédéric. Merci, j'ai eu peur, je commençais à être vexé. Qui êtes-vous monsieur? C'est vrai, quand Cécile est là, on a un petit peu éliminé. Mais non, pas du tout. Non, mais je le comprends, René, c'est normal. Et Tom Conan est avec nous, auteur de Pollution publié chez Albin Michel. Tom, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est un diminutif? On m'a demandé Tom. Alors c'est un diminutif, le Tom est du diminutif de Thomas en effet. C'est toujours le diminutif de Thomas. Je pensais que c'était Tomislav, moi, non? Mais effectivement, ça a toujours été Tom, donc c'est bien, c'est 3, ça rappelle la Trinité. C'est joli. Tom et Nona. Puis à l'inverse, ça fait mot. Oui. Donc moi je suis assez versé dans les mots. Oh là là, c'est beau, dis donc, c'est pas mal. Ah oui, à l'envers, oui. C'est comme le prénom Luc, c'est pas mal à l'envers aussi. Oui, c'est vrai, je suis aussi versé sur ça. Ah oui, d'accord, ça démarre bien, d'accord, ok. Vous êtes fiers de vous. C'est vrai que là, en plus j'avais dit un truc sympa. J'attendais la sentence de Philippe. J'avais dit un truc joli en référence aux mots de Jean-Paul Sartre et tout est défoncé par Frédéric. Et on avait le ministre de l'Éducation nationale qui écoutait, il a changé de radio, merci beaucoup Frédéric Brindel, surnommé le Brin-Brin. Voilà, et Hector est avec nous de Montpellier. Bonsoir Hector. Oui, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous entendre. C'est un plaisir de vous accueillir Hector. Vous faites quoi dans la vie et vous nous appelez de Montpellier? Et oui, c'est ça. Mais je suis surveillant pénitentiaire, ça tombe bien. Dites donc. On vous garde, on vous garde. Oui, oui. Je pense que vous avez des choses à dire.
Ah oui, beaucoup. J'entends droits de l'homme. Voilà, on va en parler. N'oubliez pas quand même que même si on va parler sérieusement, il y a à un moment donné un autre sujet sérieux, qu'il va falloir choisir votre adversaire au Kikadi. Alors ça, c'est Et le vendredi important. soir, c'est dur. Et c'est pas facile. Et je peux vous l'assurer que c'est moi qui l'ai fait. Et ça va pas être facile, les gars. En général, oui, c'est ouais. Et il va falloir vous remonter les manches parce que peut-être la facilité pour Philippe Il a été Bilger. Fanny vendredi dernier. Hein. Oui, Fanny. Il a été Fanny. Ouais. Mais pourquoi de la facilité pour Philippe Bilger alors qu'il est déjà tellement favorisé? Mais parce que mais non, pas assez. Parce qu'il est brillant, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Tom? Le vendredi, Cécile est encore plus un peu en ma faveur. Mais on n'est pas sur les mêmes sujets. Moi, si on me met sur des sujets, je sais pas, chiant. Rap, mode, art contemporain, je suis sûr que je peux battre Philippe. Mais c'est très injuste. Vous êtes doué dans les sujets sérieux et moi dans les sujets futiles. Et quand même, Philippe, quel regard portez-vous sur cette vie finalement ponctuée d'immenses succès? Comment vous avez digéré ces succès? De Tom? Mais de vous, moi, non, je l'ai bien digéré. Oui, ça se voit. Que j'ai eu à le digérer. Mes amis, un peu de sérieux, puisque le 12 mai 68, le Premier ministre Georges Pompidou, pardon, à la télévision. C'était son très marquant. Voici ce qu'il disait à la suite de la nuit des barricades au quartier latin. Écoutez. Français et Françaises, j'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement. Avec l'accord du président de la République, qui s'adressera à vous dans quelques jours, j'ai rendu l'université à ses maîtres et à ses étudiants. Je leur ai tendu la main pour la concertation la plus large et la plus constructive. J'ai libéré les manifestants arrêtés. J'ai annoncé une amnistie totale. Eh ben, dites donc. C'est une voix qui me touche parce que c'est une des rares personnalités politiques que j'ai admirées sans réserve. Et il aurait été un formidable président s'il avait pu aller au bout. Il l'était déjà. Mais je pense que c'est un homme qui savait concilier, lui, l'allure et la simplicité. Et, pardon, c'est des banalités, mais ça me touche. Oui, c'est un Premier ministre qui quand même roulait en Porsche, hein. Pas l'oublier, il est roulé en Porsche, Pompidou. Vous pensez que c'est important? Non, c'est pour remettre le personnage comme il est. Il roulait en Porsche. C'était un fan de la jet set, de Saint-Tropez. Il a été remis d'ailleurs à l'ordre par le général de Gaulle. Mais c'était un Premier ministre, je l'ai pas connu parce que je ne suis pas de la même génération. J'étais tout petit. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a rendu, on sent qu'il a baissé les armes, quoi. Finalement, et ce serait intéressant pour sur ce cas précis. Mais moi, il me semble surtout que, par exemple, par rapport au suivant, c'est-à-dire à VGE, c'était pas un communicant véritablement. C'était un peu un gars qui faisait de la politique à l'ancienne, effectivement un peu dans la continuation de Gaulle. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'après Pompidou, il y a eu que des communicants. En tout cas, des gens qui se sont fait élire là-dessus. Mitterrand était aussi un grand communicant. On n'est pas le monopole du cœur. Sauf que Mitterrand et Chirac ont attendu longtemps avant d'être des communicants. Oui. C'était pas. Oui, c'est vrai. Mais leur stratégie était quand même fondée là-dessus. Pompidou, il avait quand même une densité. C'était quelqu'un qui était normalien, c'est pas un détail en soi, mais qui aimait la littérature. Et puis je trouve qu'il était pas non plus maniqué. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il avait des idées trop arrêtées. En tout cas, c'était très posé. C'est un discours très posé. C'est intéressant comme personnage. Oui. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'était le 12 mai 68. Voilà, donc dont on fête l'anniversaire. Ça fait 55 ans pile. Voilà. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, parce que vous savez super bien. Je sais bien compter. Je vois pourquoi vous remplacez Philippe Davis. 6 x 7. Là, on atteint les sommets. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Alors, Philippe Bilger, ça y est, vous êtes libéré? Non, parce que je délivré. Je suis pas. Donc vous voulez requérir contre non, je peux le dire. Allez-y, Vous voulez requérir contre ceux... Alors, 3, 4. Vous voulez requérir contre ceux qui veulent tellement construire un dossier sur le plan judiciaire qu'ils désespèrent par la lenteur des victimes. Oui, parce que... En fait, il y a un hasard à la fois heureux et malheureux qui va se produire durant l'émission. Je vais publier ce soir un billet où je ne dis pas beaucoup de bien de Dominique Simoneau.
et où je compare précisément la compassion un peu systématique qu'elle a pour les prisonniers avec ce qui se passe en France, et notamment un épisode qui m'a beaucoup marqué à Lyon, où un jeune entrepreneur a été victime à 5 reprises de cambriolage, dont le dernier début mai, un magasin de trottinettes. Et c'est un homme qui, maintenant, en a assez. Il dit « je vais me faire justice moi-même » et une réaction d'un magistrat de l'USM, vous savez, le grand syndicat centriste, si j'ose dire, qui dit « mais il exagère, il faut prendre le temps de construire un dossier, ça va mettre du temps, et si on ne construisait pas le dossier, eh bien, l'auteur serait peut-être relaxé devant le tribunal correctionnel ». C'est une argumentation dont je suis lassé quand je vois le nombre de citoyens devant des infractions indiscutables qui reprochent à la justice d'être lente. Et je me mets du côté, non pas dans la justice à faire soi-même, mais je mets du côté de ce jeune entrepreneur de 28 ans qui, pardon pour la vulgarité, qui en a par-dessus la tête, et il dit « si ça continue, je vais faire ma justice moi-même ». Il faut que les magistrats arrêtent d'être un peu indifférents à l'égard de cette impatience, de ce désespoir populaire. Merci beaucoup. Pardon d'avoir été un peu long. Non, c'est parce que c'est nous qui avons été. Et par-dessus la tête, c'est pas vulgaire, hein, ça va, Philippe? Non, je pensais autre chose. Ah, d'accord, c'est bien ce que j'avais compris. Voilà, c'est ça, exactement. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu, puis on reviendra sur. Ça se passe en ce moment. C'est à Dunkerque que Emmanuel Macron visite une usine de batteries électriques créatrice d'au moins 3000 emplois. Emmanuel Macron a une nouvelle fois affirmé l'urgence de la réindustrialisation du pays. On va en parler dans quelques instants, et vous pouvez bien sûr commenter 0826 300 300. Et puis moi je vais vous remettre les mots dans l'ordre et je reviens dans un instant. Oui, ça sera bien. Écoutez, ça Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Chouchou, gâteau, chocolat, voilà, c'est le vendredi, c'est comme ça. Sur le studio, on se détend un petit peu. C'est notre ami René Chiche qui nous a offert ce petit présent. Pas, hein. Exactement, mais il faudra quand même nous balancer l'addition. Mais bon, et nous pensons à vous, les auditeurs de Sud Radio. Mais on se demande surtout pourquoi est-ce qu'on se fait corrompre comme ça. Qu'est-ce qui va nous être demandé? Vous allez me laisser parler surtout. Voilà. C'est une générosité de cœur. René Chiche est avec nous, Tom Conan est avec nous et Philippe Bilger bien sûr est avec nous, et vos appels 0826 300 300, on serait ravis en tout cas de vous entendre sur nos sujets du jour. En attendant, c'est le retour de Félix Mathieu et 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir d'abord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les 3 mots sont libération, offensive et norme. 2 Français détenus en Iran libérés officiellement pour raisons humanitaires, âgés de 37 et 64 ans. Ils étaient affaiblis et malades. 4 Français restent emprisonnés dans le pays. Offensive ukrainienne à Bakhmout, épicentre des combats. Le groupe Wagner accuse l'armée russe de fuir face aux avancées du camp adverse. Et puis les normes environnementales, n'en déplaise aux écologistes. Emmanuel Macron répète encore à l'instant qu'il ne faut plus en ajouter au niveau européen. Les vraies voix Sud Radio. Arrêtés arbitrairement. Ils sont pour certains toujours privés d'avocats et de contacts réguliers avec leurs familles. À plusieurs reprises, leurs proches s'étaient mobilisés par crainte qu'on les oublie ici au Trocadéro à Paris. 2 des Français détenus en Iran ont été libérés. Benjamin Brière, 37 ans, très diminué par une grève de la faim. Il avait été arrêté en mars 2020, accusé d'espionnage. Et puis Bernard Felan, 64 ans, consultant tourisme, également malade. Lui avait été arrêté en octobre dernier pour atteinte à la sécurité nationale. Tous 2 avaient toujours clamé leur innocence. Ils ont été pris en charge médicalement dès leur sortie de prison. C'est ce qu'annonce la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Ils sont en vol vers Paris. Alors je suis heureuse qu'ils puissent retrouver leur famille après une si longue épreuve. Ils seront à Paris ce soir, accueillis par leur famille et par des agents du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères qui a été en contact tout au long de leurs épreuves avec leur famille et avec leurs amis. Nous continuons à travailler les uns les autres en Européens à la libération, pour ce qui me concerne, bien sûr, par priorité
de nos compatriotes, les Français qui restent détenus en Iran. Il y en a 4. Et la libération de tous les ressortissants européens, car il y en a trop, hélas, détenus sans raison en Iran. Le régime iranien maintient la pression sur les Européens pour qu'ils n'inscrivent pas l'armée idéologique du régime, les gardiens de la révolution, sur la liste des organisations soutenant le terrorisme. Bon, l'Iran, j'ai l'impression qu'on n'ose pas vraiment s'y attaquer. C'est vrai que c'est un pays qui fait peur et qui aujourd'hui a du poids sur la scène internationale, Philippe Bilger. Oui, alors là, sûrement, Frédéric, peu importe les conditions de leur libération, hein, ce qui compte, c'est qu'ils soient libres. Voilà, on devine bien le genre de tractation monnaie trébuchante qui a dû exister, même si c'est contesté en permanence. Mais tant mieux, ils sont libres. Tom Conan. Ouais, non mais bien sûr, j'ai rien à rajouter de plus. Hein. C'est toujours assez impressionnant parce que je pense qu'on est quand même dans des métiers finalement où ce genre de risque peut arriver évidemment. Hein. Je pense aux journalistes qui sont sur le terrain, mais en tout cas pas ceux qui sont en tout cas sur ce plateau a priori. Et donc moi, ça m'émeut toujours de voir qu'il y a des personnes qui risquent vraiment leur peau, leur vie, leur liberté en faisant leur métier, que ça soit dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat ou en tant que journaliste, comme ça arrive bien souvent. Absolument. Ouais, en même temps, on voit que le régime iranien tient la roue d'une main de fer. Oui, il y a eu quand même plein de révoltes il y a quelques semaines. Et le régime tient. Et ça fait des années, parce que ça fait des années en plus qu'il y a eu des mouvements en Iran, mais ce régime tient. Par rapport à d'autres pays qui parfois voient leur dictature s'effondrer. Mais eux, non, ils tiennent. Le régime tient. Aucun scrupule. Non, absolument. Allez, deuxième mot avec vous, Félix Mathieu. Autre sujet, donc ces tensions dans le camp russe sur le front ukrainien. Oui, l'Ukraine revendique une avancée à Bakhmout, affirmant avoir repris des territoires autour de la ville dévastée à l'épicentre des combats avec la Russie. Côté russe, le patron du groupe Wagner réitère de nouvelles accusations contre l'armée régulière dans une nouvelle vidéo. Les défenses s'effondrent selon le patron du groupe paramilitaire. Les troupes régulières russes ont fui leur position, ajoute le responsable de la milice Wagner, affirmant aussi que l'état-major russe édulcore la situation auprès du Kremlin. Vidéo contre vidéo, en tout cas, communication contre communication, la réponse du porte-parole du ministère russe de la Défense. Sur la défensive, justement, carte à l'appui, le responsable militaire russe affirme que des unités d'assaut accompagnées de parachutistes ont été redéployés sur zone pour faire face à l'offensive ukrainienne pour reprendre des zones urbaines. De son côté, la Chine envoie un responsable diplomatique spécial à partir de lundi en Ukraine, en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie. Objectif de la Chine, discuter d'un règlement politique de la crise ukrainienne. Ça vacille un petit peu en Russie, Philippe Bilger. Hein, c'est très étrange quand même, cette polémique entre Wagner et l'État qui les paye. Est-ce que c'est une habileté pour faire croire qu'ils ne sont pas si proches l'un de l'autre? Est-ce que réellement ça va mal entre eux? Prigojine, le chef, a obtenu gain de cause. En tout cas, il a eu ses munitions. Apparemment, mais... Stratégie ou pas stratégie, en fait. C'est ça. Ouais. Tom ? Ouais, moi, ça m'avait frappé. Il me semble que j'ai vu tomber ça tout à l'heure, qu'il y a Zelensky qui n'est pas autorisé à s'exprimer pendant l'Eurovision. Donc ça m'a un peu étonné, parce qu'on avait parlé de l'Eurovision il y a quelques jours, justement, sur cette radio. Alors je ne sais pas quelle est la véritable raison derrière. Normal, hein. Concours Eurovision de la chanson, officiellement, le communiqué dit nous ne sommes pas une scène pour l'expression politique. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on voit finalement que tous les moyens sont utilisés pour pouvoir faire parler et continuer à faire parler évidemment de ce conflit. Oui, alors rapidement, c'est vrai, on se demande à quel jeu se livre le responsable de la milice Wagner, parce que c'est un jeu quand même un petit peu cynique, un petit peu... Il avait déjà annoncé avoir perdu beaucoup d'hommes, avoir des munitions... Franchement, on n'y comprend plus grand-chose. Est-ce qu'il se pose pas finalement peut-être en recours à Poutine, ce qui serait quand même terrible pour la situation actuelle? C'est peut-être possible, hein? Nous le dira. Enfin, Emmanuel Macron persiste et signe à propos des règles environnementales. Oui, il l'a redit il y a quelques minutes, il ne faut plus, selon lui, ajouter de normes environnementales après l'application du pacte vert de l'Union européenne. C'était lors d'une visite à Dunkerque où il vient d'annoncer 1,5 milliard d'euros d'investissement dans une usine de batterie lithium en partenariat avec un investisseur chinois. Moi, je préfère des usines qui respectent nos normes européennes, qui sont les meilleures, plutôt que ceux qui veulent encore en ajouter des normes, déclare le chef de l'État pour justifier cet appel à une pause réglementaire au niveau européen. Déclaration qui fait polémique depuis hier, puisque certains écologistes
se souviennent encore de façon cuisante du fameux « l'écologie, ça commence à bien faire ». C'était à l'époque de Nicolas Sarkozy. Ils sont fâchés, ça déclenche des tensions. Ouais, mais c'est quand même un sujet très important, parce qu'il y a quelques jours, le Parlement européen, vous savez, a voté le marché carbone, justement, qui va s'appliquer. Et comme ça a été voté par le Parlement, il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas dans les pays. Et donc, ça va notamment concerner les entreprises et ensuite même les particuliers d'ici, je crois, 2027. Donc, en réalité, malgré cette parole, effectivement, de Macron, de toute façon, le Parlement européen et le droit européen continuent à exister, quoi qu'il advienne. Hein. En réalité, allez-y, vous avez en réalité, il agit toujours de la même manière, il avance. Après, il dit, il ne faut pas aller trop loin. Là aussi, est-ce que c'est de la conviction? Est-ce que c'est de la tête? Il se positionne par rapport aux Allemands aussi, peut-être, qui ne jouent pas toujours le jeu. Il y a ça. En tout cas, dans un instant, on va revenir sur sa volonté de réindustrialiser la France avec cette question que l'on vous pose aujourd'hui. La France fait-elle encore rêver les grandes entreprises? Pour l'instant, vous dites non à 90%. On a envie de vous entendre sur ce sujet. Parlons vrai. C'est jusqu'à 20h, jusqu'à 19h en tout cas, avec Philippe Bilger, avec René Chiche. On peut remettre une heure, on peut remettre une heure. Avec vous, j'irai au bout de la rue. Et moi, je me ferais peindre en blond si vous me le au bout de la rue, j'irai avec vous. Et encore, à tout de suite. On peut bien rire de moi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Merci d'avoir choisi Sud Radio et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter avec Olivier, n'importe quoi. Avec aujourd'hui. Frédéric. Faut vraiment, et c'est vendredi. Hein. C'était moi, Olivier. Non, pas de problème, Simone. Avec, je ne sais pas qui est Olivier. Simone, pas de problème. Elle invente des mots, c'est terrible. Simone. Oui, cher Guy, bonsoir. Pardon, j'arrête. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous, et puis bien entendu René Riche. René Riche. C'est un festival. Elle a vu que j'ai apporté un énorme paquet de chocolat et croit tout de suite que je suis riche. Mais Cécile, c'est un festival. C'est incroyable. Ça atteint des sommets. Absolument, c'est un festival. Je ne sais pas si vous avez apporté des chocolats avec de l'alcool dedans, sachant que je n'en bois jamais. C'est peut-être ça mon problème. En tout cas, on est avec Frédéric Brindel jusqu'à 19h. Dis Olivier. Tout de suite, le grand débat du jour. Ça va être dur là. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 84% des dirigeants d'entreprises étrangères implantées dans l'Hexagone estiment que le pays est redevenu attractif. La France grimpe les marches du podium des pays européens qui accueillent le plus d'entreprises étrangères. Les investissements étrangers en France, c'est d'abord des investissements européens. Un investissement sur 5 vient aussi des États-Unis. Alors les investissements étrangers, c'est quoi? C'est des usines, mais pas seulement. C'est aussi des banques, des services divers, des entrepôts logistiques. La France est très bien située géographiquement pour attirer les entreprises étrangères qui veulent se déployer en Europe. Et Emmanuel Macron est à Dunkerque aujourd'hui pour visiter une usine de batteries électriques créatrice d'au moins 3000 emplois. Le président de la République a une nouvelle fois affirmé l'urgence de réindustrialiser le pays. Le chef de l'État a promis de simplifier et d'accélérer les procédures d'implantation industrielle en France afin de faire face à la concurrence des États-Unis et de la Chine. Frédéric. Que dit-il? Réindustrialiser la France, c'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social, réduire le déficit du commerce extérieur. Et le président de la République s'appuie sur une bonne dynamique. La France attire les grandes entreprises, elle séduit les investisseurs étrangers. Pour la 4e année consécutive, tenez-vous bien, nous sommes leaders sur le continent européen pour l'attractivité économique. D'où la question, Cécile. Absolument. La France fait-elle encore rêver les grandes entreprises? Pour l'instant, vous dites non à 90%. Avec notre numéro de téléphone 0826 300 300 et notre invité ce soir, Éric Delenoy, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, économiste et président fondateur de Tenzing Conseil. Merci d'être là. Philippe Bilger, l'attractivité de la France, réindustrialisée, c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps et on a l'impression que finalement que ça se catapulte avec l'écologie. Oui, alors il y a quelque chose de surprenant et dont je m'accable peut-être moi-même. J'avais le sentiment qu'Emmanuel Macron ne tirait jamais les leçons de crise ou de catastrophe sur la santé, par exemple. On n'avait pas l'impression qu'il avait réellement remis en marche tout ce qui n'allait pas. Sur l'industrialisation, il en a parlé. J'avais l'impression que, comme toujours, avec beaucoup d'habileté, il récupérait ce qui lui avait été imposé, dont il n'avait pas tiré les conséquences. Et pourtant, et je termine là-dessus, il faut croire que
l'analyse que vous venez de communiquer montre qu'il y a une effectivité du succès de la France et que peut-être derrière cette politique qui apparaît parfois trop contrastée, trop simultanée, ambiguë, il y a des résultats. C'est une question que je pose. Et bizarrement, je trouve que dans ce pays, il y a plein de problèmes, il y a des manifs sans arrêt, il y a quand même des difficultés qui s'accumulent depuis des années, depuis les Gilets jaunes notamment, mais c'est vrai qu'il y a une résilience. Et j'ai l'impression que c'est en fait dû d'une certaine façon aux difficultés qu'on a. C'est-à-dire que les difficultés, c'est notamment des dépenses publiques très importantes, je sais pas, on pourrait dire des inégalités, on pourrait parler de plein de sujets différents, mais en même temps, ça sert de matelas amortisseur. Et en économie, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. On voit que l'épisode du Covid, peu importe quel est l'argument, quels sont les arguments qu'on a là-dessus, quel est le jugement qu'on en tire quelques années après, mais c'est vrai que toutes les aides ont quand même permis aux entreprises et à pas mal de ménages de survivre, en tout cas pour le gros des bataillons, et donc derrière de pouvoir continuer et reprendre, on pourrait dire, une activité économique normale. Alors que dans d'autres pays, c'est le cas avec l'Angleterre évidemment pour le Brexit notamment, mais aussi qui a subi les effets de la crise du Covid plus durement. Donc on est résilient, on résiste aux crises, même si on va peut-être plus lentement que les autres. Non mais c'est ce que je disais il y a 15 jours. Il se passe des choses bien en France. Il n'y a pas que des manifestations, des casseroles. Donc c'est un fait. La France est un pays qui attire les investisseurs étrangers. Il ne faut pas oublier non plus que la région Île-de-France, c'est je crois la première région européenne qui a même dépassé la région du Grand Londres en matière d'investissement. L'Île-de-France, oui, numéro 1. Si je ne me trompe pas, exactement. Il y a pourtant des handicaps au niveau de l'économie française et au niveau de l'attirance des investisseurs, des investisseurs étrangers. La France a quand même une fiscalité qui est quand même très prenante, et il y a aussi quand même un manque, je dirais, de souplesse dans le droit du travail qui pourrait quand même décourager les investisseurs étrangers. Mais il y a d'autres avantages dont on reparlera maintenant avec notre invité tout à l'heure, qui a des choses à dire. Donc moi, je trouve que c'est un fait. Et il ne faut pas oublier non plus qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, c'est un président, il ne faut pas l'oublier, pro-business. Éric Delannoy, économiste et président fondateur de Tenzing Conseil, est donc avec nous. Alors Éric Delannoy, il y a une question qu'on voudrait vous poser, parce que ces bons résultats sont souvent mis en avant sur déjà le travail anticipé de François Hollande. Alors, à qui finalement les lauriers? Plus à François Hollande ou plus à Emmanuel Macron? Vous savez qu'il y a quand même une tradition depuis quelques années, c'est que Macron n'a fait que des choses mauvaises pour beaucoup de médias. Donc c'est forcément soit c'est pas arrivé, les médias se font l'écho. Oui, se font l'écho. En tout cas, ils cristallisent beaucoup de choses qui sont complètement fausses. Et évidemment, il y a eu François Hollande qui avait démarré, notamment sur la réindustrialisation de la France, beaucoup de choses, qui avait mis en place les lois El Khomri, qui était déjà une réforme du travail, mais qui sont des bombes à mèche lente, en fait. Et il n'a pas, personne ne se rappelle qu'il ne s'est pas représenté uniquement parce qu'il n'avait pas réussi à inverser la courbe du chômage. Alors qu'aujourd'hui, le chômage n'a fait que baisser depuis maintenant quasiment 7 ans. D'accord. Et que plus personne n'en parle. Enfin, je veux dire, on parle de plein emploi, ça ne choque personne. Dont acte pour François Hollande. Mais donc oui, il y a eu des choses maintenant, ça fait 7 ans. Après, il y a plein de gens qui ont une lecture de la courbe du chômage un peu différente. Mais on peut toujours avoir des lectures de tous les chiffres, mais le problème, c'est qu'effectivement, on en fait ce qu'on veut. Maintenant, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'après 6 ans de pouvoir, on ne peut pas dire qu'on est encore dans l'héritage de François Hollande. Donc à ce titre-là, il y a quand même eu des lois de travail qui ont été faites quand il est arrivé. Il y a eu cette fameuse loi Pacte qui a simplifié considérablement la vie des PME. Et puis, effectivement, il y a une logique pro-business depuis le début, qu'on lui a reproché d'ailleurs, cette politique de l'offre, le sentiment d'avoir une politique ultra-libérale. Moi, j'ai entendu ça. La France est un pays ultra-libéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une France ultra-libérale, quand on a 56% de prélèvements obligatoires, pas de prélèvements, de dépenses publiques. Enfin, c'est absurde. Philippe Bilger qui voulait vous poser une question. D'abord, je ne crois pas, mais ça n'est pas central, que François Hollande ait été obligé de ne pas se représenter uniquement à cause du chômage. Il y a eu d'autres problèmes politiques beaucoup plus sérieux. Mais surtout, il n'a pas assumé sa ligne politique, François Hollande. Absolument. Si vous le voulez bien, c'est autre chose qui m'intéresse. Comment alors, à partir de votre analyse, en disant que ça a commencé à s'améliorer avec François Hollande et qu'Emmanuel Macron aurait poursuivi un processus, comment se fait-il que beaucoup de Français, notamment avec la pandémie, aient eu le sentiment, et le pouvoir lui-même le disait, que l'industrialisation était en panne sèche chez nous? Parce que les problématiques d'industrialisation sont des problématiques qui se voient sur 10 ans. Enfin, on le voit, l'implantation d'un site industriel, c'est 18 mois aujourd'hui. C'était plus que ça.
Souvenez-vous, quand il y a eu la crise du Covid, on s'est dit ça manque de paracétamol en France. On ne produit plus de paracétamol en France. Donc on s'est dit on va produire le paracétamol en France. C'était en 2020. Oui, les sujets de la souveraineté nationale. Souveraineté nationale. En 2022, les sites qui devaient produire ne sont toujours pas opérationnels. Parce qu'on n'arrive pas à débloquer un certain nombre de processus administratifs qui sont extrêmement longs. Et on n'arrive pas à embaucher non plus. Et on n'arrive pas à embaucher. Alors ça, c'est un deuxième sujet qui n'est pas vrai dans toutes les régions. En fait, faut savoir bizarrement et paradoxalement, un des aspects de l'attractivité de la France, c'est son chômage qui reste élevé. Oui. Parce qu'un chômage élevé fait qu'on a moins besoin de trouver de personnes qualifiées, surtout dans le cadre d'usines. On a un problème de manque de personnes sur les personnes très qualifiées. Ce qui est le contraire de l'Allemagne, en fait, en l'occurrence. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que, d'une certaine façon, c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres? Parce qu'on a l'impression que, finalement, d'un côté, il y a eu la loi El Khomri, effectivement, il y a quelques années, et qui avait justement suscité beaucoup de contestations. Récemment, la réforme des retraites également, les gilets jaunes, tout ça, en tout cas pour les 2 derniers exemples, se sont quand même déroulés sous le mandat de Macron, le premier puis après le deuxième. Et donc, est-ce que justement le contentement des investisseurs, c'est pas justement le malheur ou la tristesse ou le regret, la contestation d'autres personnes dans la société? Et donc, l'idée de président des riches serait donc confortée d'une certaine façon par l'analyse. Je ne souscris pas du tout à cette analyse, parce que d'abord, le président des riches, ça a été une fabrication de gens qui n'ont pas supporté qu'il se fasse évincer par quelqu'un qui n'est nulle part. Il y a quand même eu ça pendant quelques années. Et que, rappelons quand même que le président des riches, c'est celui qui a fait le plus pour les classes populaires et pour la diminution de la pauvreté depuis 30 ans. Donc il faut quand même s'en souvenir, ça. On a dit que c'était le président des riches parce que la première mesure qu'il a fait, effectivement, c'était peut-être pas très habile politiquement, mais c'était très utile économiquement, c'est qu'il a supprimé l'ISF. C'est venu que de là. En fait, vous nous expliquez le mécanisme, c'est-à-dire je renforce les riches pour mettre un dynamisme au service des pauvres. Je renforce les riches. Schématiquement. J'enlève un ISF qui n'a jamais fait la démonstration que c'était économiquement viable. Pour ça, on a eu un reflux de personnes qui étaient capables de pouvoir mettre en place une dynamique d'entreprise. Il a soutenu l'entreprise. Rappelons quand même que le taux de l'impôt sur les sociétés, il a baissé de 33 à 25%, ce qui est une baisse considérable. Il a permis de reconstituer les marges des entreprises, ce qui a permis de relancer l'investissement. Et sachez bien aujourd'hui que une des critiques que l'on fait sur la réindustrialisation qui est en train de se faire, c'est qu'elle n'est pas pourvoyeuse de très forts emplois. Pourquoi ? Parce que la France est un paradis fiscal pour la recherche et développement. Et donc nous avons en France beaucoup de sièges de recherche et développement qui s'installent, mais qui sont plus technologiquement fournis qu'en main-d'œuvre. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais ce qui pose une question sur les filières, sur les formations, parce que c'est très bien de réindustrialiser, mais derrière, il va falloir du personnel. C'est pour ça que moi, ce qui me plaît, dans la séquence d'aujourd'hui, puisqu'on parle de séquence politique, c'est quand même une forme de cohérence qui avait longtemps qu'on n'avait pas vu dans l'annonce des gouvernements. La cohérence, c'est quoi ? C'est qu'on parle de réindustrialisation, mais en même temps, on sort d'une séquence sur le lycée professionnel. Et on est bientôt sur une séquence sur France Travail. Et donc, associer la formation à la reconstitution de filières, avec en plus l'énergie décarbonée, où on remet au goût du jour le nucléaire, après une longue tergiversation qu'on lui a reprochée à juste titre. Le nucléaire qui provoque de l'énergie décarbonée, qui intéresse les investisseurs étrangers, est un facteur clé d'attractivité de la France. Avant d'aller au 0826 300 300, René Chiche. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le taux de chômage. Effectivement, l'Allemagne ayant moins de chômeurs qu'en France, attire moins visiblement les investisseurs étrangers. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a certaines régions comme les Hauts-de-France qui attirent beaucoup d'investisseurs. Tout à fait. Il y a beaucoup de chômage là-bas, il me semble. Voilà. Alors par contre, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez quand même que les investisseurs étrangers peuvent être sensibles aux tensions politiques et sociales qui existent actuellement en France ? Et imaginons qu'un pouvoir qui ne serait pas du tout un pouvoir un petit peu pragmatique et pro-business comme Macron, et qui a quand même, quoi qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, une certaine crédibilité dans ce domaine, est-ce que vous pensez par exemple que s'il y avait quelqu'un comme Marine Le Pen au pouvoir dans 4 ans maintenant, est-ce que vous pensez que les investisseurs étrangers seraient moins tentés d'investir en France parce que ça serait Marine Le Pen au pouvoir ? Mais moi j'en suis absolument convaincu. Pour le coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler que de l'héritage de François Hollande. Emmanuel Macron a mis en place une dynamique business et incarné la dynamique business. Marine Le Pen n'incarne rien de tout ça. Faut quand même le voir. Donc, moi, je suis convaincu que pour 2 raisons majeures, il y aurait un effondrement de l'attractivité de la France. Première raison, c'est effectivement le sentiment que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien au phénomène économique et qui ne va pas rassurer sur la cohérence fiscale, la cohérence business des sujets. Et la deuxième raison, c'est que ça va tellement faire peur aux investisseurs qu'on va avoir une hausse des taux considérable avec une prime de risque qui sera payée sur la dette et qui fait que ça va provoquer un vrai problème en termes de soutenabilité des dépenses publiques. Ça serait pareil si c'était Mélenchon, non ? Oui. Allez, 0826 300 300, Hector est avec nous. Hector voulait réagir.
Ah oui, non, je suis pas un grand spécialiste de l'économie, mais j'entends parler. Bonjour à vous déjà, vous avez l'air très calé en économie, mais bon, vous brandissez un peu l'espèce de marotte en disant si c'est Marine Le Pen ou autre chose qui est président, on va payer. Vous avez dit quoi? On va payer les risques, on va jouer sur nos taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le peuple français est soumis en fait à une politique des taux d'intérêt qui va nous être imposée par qui en fait? Allez, réponse d'Éric Delannoy. Ah non, pour continuer, allez-y. J'ai pas fini. Allez-y, Hector. Je suis pas du tout un spécialiste, mais au bout d'un moment, ça fait combien d'années que la France est soi-disant gérée par des économistes? Et là, en fait, on nous dit, on va continuer à gérer avec des économistes, avec le succès qu'on a. On parle de réindustrialisation, d'accord, du moment que ça garantisse notre indépendance nationale. Évidemment, les batteries, les semi-conducteurs, ça c'est important. Mais je pense qu'il serait bon aussi de faire de l'industrie un peu plus lourde, voire même, pourquoi pas dans le secteur de l'armement, on ne fabrique plus une seule cartouche en France pour nos forces armées. Et je suis ancien militaire ayant connu le front. Donc je me pose des questions, donc continuez messieurs les économistes. C'est très efficace jusqu'à présent. Bon, alors Éric Delannoy vous répond, sachant qu'il y a plusieurs écoles d'économistes, donc ils ne pensent pas tous la même chose non plus. Et puis c'est effectivement pas les économistes, je vous rejoins sur le fait que ce ne sont pas les économistes qui créent la réindustrialisation. Les économistes peuvent éventuellement donner quelques principes intéressants pour savoir où il faut investir. Donc c'est vraiment pas le sujet. En revanche, sur la première question, sur la problématique des taux d'intérêt, effectivement, la France, 70% de la dette de la France est détenue par des investisseurs étrangers. Il est bien évident que si on a des taux d'intérêt qui augmentent parce que les investisseurs demandent des garanties, et les garanties en économie, ça veut dire des taux d'intérêt élevés, on aura beaucoup de mal à avoir des finances publiques qui soient soutenables. Et ça va poser des vrais problèmes de trajectoire budgétaire et économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison sur l'industrie lourde et sur l'industrie. Le problème de l'industrie lourde, il est double. D'abord, ça demande énormément de temps pour les mettre en place, et ensuite ça demande des compétences qu'on n'a plus. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à redémarrer la filière nucléaire, qui est un des axes clés, sur lequel en plus on a été un champion mondial sur la filière nucléaire, mais c'est parce qu'on ne trouve pas de soudeurs, des soudeurs. Ouais. Parce qu'une soudure dans une centrale nucléaire, ça n'a pas la même conséquence en termes de sécurité que sur n'importe quelle autre industrie. Il y a un besoin énorme de compétences dans les industries nouvelles. Voilà, absolument. D'où la nécessité de mettre en place un plan autour de la formation, notamment la réforme du lycée professionnel qui est annoncée, et c'est pour ça que je parlais d'une séquence assez cohérente dans ce qui est annoncé aujourd'hui. Mais... Allez, 0826 300 300, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui voulait réagir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, je n'ai pas votre prénom, pardon. Jean-Paul. Jean-Paul, bienvenue sur Sud Radio. Et vous appelez d'où, Jean-Paul? d'Agen. Agen, voilà. Allez-y, question. Alors, question, voilà, je voudrais simplement réagir par rapport aux chiffres du chômage. Parce que je viens de, justement, au début de l'année, je me suis retrouvé, mon entreprise a été en liquidation. Et la personne de Pôle emploi m'a dit que les personnes qui étaient en liquidation, on était dans un CSP, un truc spécial de Pôle emploi, on n'était pas comptabilisé dans le chômage. Donc le chômage peut baisser, mais quand on voit toutes les entreprises qui ferment et que le chômage baisse, j'ai du mal à saisir, moi. Ah, c'est pour ça que je disais, ça dépend de la lecture qu'on a du chômage. Ou de la lecture qu'on a, ou de la lecture qu'on nous donne. Oui, c'est ça, c'est ça. Tom ? Moi, de manière générale, je me demande si c'est viable, effectivement, parce que là, Macron, il est en place, il est peut-être pro-business, etc. Mais effectivement, d'un autre côté, il y a quand même un délitement de la société, on le voit avec la réforme des retraites qui quand même hystérise beaucoup les débats. Et surtout, prenez même des exemples très concrets du milieu même du business, comme Fichte qui récemment a dégradé la note de la France en disant qu'il y avait notamment une instabilité politique. Moi, je me demande effectivement si c'est vraiment pertinent sur le long terme, parce qu'à un moment donné, même si on fait des réformes qui entre guillemets sont pro-business, vont dans le bon sens pour les affaires, si la société n'est pas d'accord avec ça, sur le long terme, personne n'y sera gagnant, et notamment justement les investisseurs. Notre économiste Éric Delannoy. Quand on dit que la société n'est pas d'accord, il y a un vrai problème de déclassement dans les régions notamment, que seule la réindustrialisation peut amener à limiter. Enfin, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une forme de désespérance, c'est qu'il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de boulot, il n'y a que des services publics. Il y a encore des services publics qui disparaissent et qui fonctionnent mal. Donc la seule manière de redonner de l'espérance à des Français qui n'en ont plus aujourd'hui, c'est de leur donner du boulot là où ils sont, donc de réindustrialiser. Ça oui, mais est-ce qu'on est capable de donner vite fait du boulot à des gens qui n'ont pas été formés? Parce que entre les boulots d'hier et les boulots de demain, il y a toute une frange de la population. Absolument. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'était
c'est pour ça que ça prend du temps. Il n'y a pas de solution magique, sinon ça aurait été fait. C'est la raison pour laquelle la réforme France Travail va être mise en place, qui consiste à mettre en place une réforme la plus efficace possible pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Donc, et quant au chiffre du chômage, le problème de ce que dit votre interlocuteur, c'est que cette erreur-là, elle existe depuis toujours. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution sur des problématiques qui existent, qui sont toujours les mêmes. La comptabilité n'a pas changé. Et que donc on voit que les chiffres, avec les mêmes erreurs, sont quand même meilleurs. Merci en tout cas. C'est bien l'économiste clair, quand même. C'est bien. Ça, c'est merci. C'était très intéressant. Voilà. C'est bien la première fois. Économiste et président fondateur de Tenzing Conseil. Vous restez avec nous dans un instant. Le Kikadi Show, les amis. Ouais. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Allez, on est prêts. Allez, on y va. Oh là. Allez. Faut se calmer. C'est la caserne ici, là. J'ai aidé ma copine. Oui, tout à coup, un petit téléphone qui sonne. Et j'avais pas vu que mon téléphone était allumé. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci. Vous arrivez à un moment culte de cette émission. Culte et clé, effectivement. Vous dites ce que vous voulez, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre cher Hector, qui nous appelle de Montpellier, cher Hector, vous allez devoir choisir entre René Chiche ou René Riche, vous prenez comme vous voulez, Tom Conan qui est avec nous, ou Philippe Bilger. Et il y a Philippe qui se met un petit peu en retrait parce qu'il n'aime pas trop qu'on le choisisse. Donc contre qui vous jouez, et sachant que vous mettez les deux autres avec vous, donc essayez de jouer contre celui que vous imaginez être le plus faible. Merci Frédéric pour ce conseil. Faut le redire. Je vais avoir le plaisir de vouloir croiser le fer avec Philippe Bilger, que je considère loin d'être le plus faible. C'est beau. Merci Hector. Je suis sensible à me battre avec un homme qui porte un si beau prénom. C'est vrai. Qui me rappelle mes études d'antiquité. L'Iliade, c'est la base. D'ailleurs, je suis en train de le relire là. Bien sûr. Et l'Odyssée, c'est pas mal non plus, mais c'est pas l'Iliade, je vois que... Une pensée pour Berlioz aussi. C'est vrai. Oui. Non, mais Hector, arrêtons là, parce qu'il y en a très peu qui suivent ici. Ça va, c'est encore Gérard. Mais nous, on a lâché l'affaire il y a 10 ans. Là, donc Non, mais René, il faisait semblant, mais Hector Berlioz, très grand rappeur, tout le monde le sait. Très grand rappeur, Hector Berlioz. Bien sûr, ce duo avec Maître Gims, c'était incroyable. Les amis, si vous voulez jouer, il faut qu'on y aille. Voilà, et donc je vais faire. C'est une question qui a tweeté. Qui a tweeté à Martine Vassal et Renaud Muselier. Vous êtes deux personnes estimables et de qualité, mais de grâce, plutôt que de vous occuper de vos élections, travaillez avec Marseille pour les Marseillais. Benoît Payan. Oui, René Chiche. Il a été rapide. Benoît Payan, le maire de Marseille. Et donc c'est pour trop rapide, il se met à être rapide. Lui. Très très bon aujourd'hui. C'est pour Hector et ses corélégionnaires. Donc 2-0. Question Kikadi. Kikadi, je me constitue partie civile pour connaître le projet d'assassinat de l'extrême droite contre moi. Mélenchon. Philippe Bilger. C'est très serré, ça fait 2-2. Bravo Philippe. Très serré. Bravo Philippe. Allez, cette fois-ci, je ne vais plus permettre à cet homme... Question Kikadi. Kikadi, je plaide pour que le droit de dissolution soit transféré du président de la République au Premier ministre. Alors là, allez-y, donnez des noms. Un politique, Laurent Wauquiez, un constitutionnaliste. Chef de parti. Hector, vous avez dit quoi? Fort. Olivier Véran, j'aurais dit. Olivier Faure, effectivement. René Chiche est très fort. Oui, et René Faure et Chiche aussi. Très riche. René Faure et Chiche aussi, ça c'est très très bien. Oui, allez-y. Cécile, c'est à vous. Non, c'est à vous. C'est à moi. Eh ben alors j'y vais. Qui a dit Jean-Luc Mélenchon a validé les bombardements de Poutine sur les populations en Syrie? Ça, c'est violent, hein? Oula. C'est un écolo. Vous dites qui, Hector? Bayou, non? Jadot? Rousseau. Je l'ai dit. Jadot. Non, je l'ai dit. Yannick. Je l'ai dit, il n'a pas donné le prénom. Je le connais son prénom. Non, Yannick Jadot. Ouais, c'est trop tard. Je peux même dire qui sa compagne. Hector, vous aviez dit quoi, vous? J'ai oublié. D'accord. Non, parce que j'avais un doute et j'aurais bien aimé que ce soit le Jadot de la Méduse pour vous. Ouais, voilà. C'est à vous. Qui a dit il n'y a que nous qui pouvons éviter le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Laurent Wauquiez. Non. Presque.
L'autre. Éric Ciotti. Oui. Ciotti, voilà, j'allais dire Ciotti. Oh là là, René Chiche. Éric Ciotti. Ciotti. Là, vous devriez y arriver, Philippe Bilger. Question en fait, je me désinvestis. Je ne sais pas où est Tom Conan, mais il doit être quelque part. Je suis pas loin en fait. Qui a dit les agressions contre les maires doivent être considérées comme des agressions sur personnes dépositaires de l'autorité publique? Darmanin. Non. Retailleau. Non. Retailleau. Darmanin. Il est maire et président de l'AMF. Lisnard. Oui. C'était dur. Le maire et président de l'AMF. Non, mais Cécile m'a donné très peu d'infos. Il a dit président, il a dit Lisnard au moment où j'ai dit président. Cécile, il y a match nul, là. Il y a que Cécile m'ait dit maire de Cannes et président attention, de l'AMF. tout se joue. S'il vous plaît, votre honneur, votre attention. 6-6. Allez, 6-6, tout se joue. Allons-y. Attention, qui a tweeté? Quel forceur ce Macron. Ne sachant pas comment se faire aimer, il fait voter à l'Assemblée nationale l'obligation d'accrocher son portrait dans les mairies. Rousseau? C'est une femme. Une femme. Du côté de Mélenchon. Panot. Guettet, Panot. Autain. Non, c'est pas Autain. Une autre femme. Avec Corbière. C'est une autre femme. Corbière. Garrido, René Chiche. Non. Si. J'ai dit Garrido. S'il vous plaît. Ma position centrale me permet... René Chiche, vous allez perdre votre point si vous parlez. Je pense que dans la situation actuelle, Tom Conan, vous vous êtes tué, continuez. La victoire est pour René Chiche. Merci la France. Et donc pour Hector. Bravo. Mais pour pourquoi Hector, à la rigueur. Pas servi à grand chose, mais Pour Hector. Non mais Hector, Tom qui était objectif disait qu'elle était pour nous. Hector, est-ce que des gens se sont déjà battus comme ça pour vous? non, j'avoue. Enfin, si, quelques camarades, mais. Hormis des femmes, Hector, je suis fou de joie pour vous, Hector. Eh ben bravo, Hector. Bravo. Merci à vous. Allez, vous Je restez. sens tout de même que dans le duo d'animateurs, comme toujours, il y a que Cécile qui est honnête. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce Allez, que bon, j'ai venez. connu Philippe David, c'est pareil. Allez, le coup de cœur dans un instant. À tout de suite. Merci Hector, restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Que seraient nos vraies voix sans Philippe Bilger, sans Tom Conan, sans René Riche? Bah on a vu, sans Tom Conan tout à l'heure pour le jeu. Riche. Eh bien ça manquait. René Riche. Et René Riche, oui. J'ai fait exprès de laisser répondre les autres. Parce que, Je déteste ne pas être privilégié, ma chère Cécile. Ouais, J'aurais aimé que vous n'ajoutiez pas ce nom. C'est bien de le reconnaître, Philippe. C'est une grande faiblesse dans ma vie. Non, mais sans rire. Mais comme on n'est pas là pour révéler ses états d'âme. Pour faire une psychanalyse. Si tu veux, on peut en parler tout à l'heure. Je viendrai chez toi. Tu pourras te confier. Dit-il avec un clin d'œil. Détendez-vous, Tom. Quel enfant étiez-vous à 7 ans? C'était la question d'Henri Chapier sur le divan à chaque fois pour commencer ses interviews un peu psychanalyse. Quel enfant étiez-vous à 7 ans? À 7 ans. Ouais, 7 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. 7 ans. Moi, j'étais déjà riche. À 7 ans, j'étais déjà riche. Moi, j'avais déjà. Non, mais imagine. Non, on n'a peut-être pas le temps. On a 2 secondes, allez-y. Non, on demanderait à chaque enfant, même à 4-5 ans, le sentiment qu'il habitait prioritairement. Ce serait très intéressant. On pourrait le connaître. On pourrait bien connaître. Absolument. On n'aurait pas forcément. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec mon ami Frédéric Brindel et les vraies voix du jour. Et puis tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et hier, la contrôle générale des lieux de privatisation de liberté. C'est pas le coup de projecteur, Cécile. En fait, faut que je vous dise, on est sur Sud Radio, il est 18h10. Et vous vous appelez Cécile de Minibus. Vous avez une carrière géniale. Les gens vous adorent et moi je suis très fier de bosser avec vous. Mais il va falloir quand même dire que maintenant c'est le coup de cœur. Cette émission est exceptionnelle. Il faut y aller. Allez, vas-y. Non, je faisais un teasing pour annoncer la suite. Voilà, je faisais juste en un toute teasing, liberté. Voilà. Le coup de projecteur. Exactement. J'essaye de faire mon travail avec excellence. Voilà, vous m'avez coupé. Bon bah tant pis. Faisons ce coup de cœur. En fait, Cécile va trop vite pour toi, Frédéric. Ça va pas là. Il rit bêtement. Comment je vais faire, moi? Je ne sais pas. Comment vous allez vous débrouiller? Mon coup de cœur? Oui, c'est ça. Un petit lancement. Un petit lancement. J'ai
Alors, coup de cœur pour... Sur les employés qui reprennent le pouvoir en France. Voilà. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Voilà. Avoir la boule au ventre au moment de l'entretien d'embauche. Ce sentiment que le recruteur en face de nous a le pouvoir de vie ou de mort sociale sur nous. Travaille pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Seulement de nos jours, le pouvoir semble changer de côté. Se préparer à un recrutement suscite la bienveillance. Le futur employé reprend des couleurs. Il se sent en position de force. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre. Je veux l'exclusivité, vous m'entendez? Et pour ça, je fais une commande ferme de 10 000 pièces. 50 000, je t'ai dit. 50 000 pièces. Mais je veux être livré en priorité, attention. Hein. Ok, essaie de la jouer normale, quoi. Ça va, je vais l'enregistrer, puis je vais travailler dessus. Allez, respirez. Plus de 4,5 millions de recrutements sont prévus cette année. Ne pliez pas face aux pressions de tout genre. C'est pas grave, il est viré le mois prochain. Mais il ne le sait pas encore. Pauvre type. Non, c'est un con. Si je veux garder mon emploi. Sortez du placard, avouez votre homosexualité. Mais je suis pas homosexuel du tout. Ça, on s'en fout. L'important, c'est que les autres le croient. Et particulièrement votre patron. Alors, quelle est la situation du marché de l'emploi? Les recrutements sont plus difficiles que jamais, les besoins des entreprises se sont accélérés. Et ce sont les employeurs qui ont désormais la boule au ventre face à l'employé. Car la tendance, c'est... Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. C'est bien ça. L'informatique, l'ingénierie, la production industrielle ne trouvent plus chaussures à leurs pieds. Les candidats sont démarchés, sollicités par des recruteurs. Les attentes des salariés ont fortement évolué. Alors, tout est bon pour garder son personnel, même si l'employé traîne un peu la jambe. Monsieur Corbel, j'ai 2 raisons pour le garder. La première, un client le réclame. Lui et pas un autre. La deuxième... Gazou, 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 gazou. Ton amour est tombé sur mon âme épuisée comme une goutte de rosée sur une feuille morte abandonnée au vent. Gazou. La deuxième, un client le réclame. Lui et pas un autre. Mais c'est la même, monsieur le directeur. Raison de plus. Et alors, désormais, pour recruter, il faut donner envie sur la responsabilité sociale des entreprises, RSE, sur l'organisation du travail, le bien-être au travail. Des recrutements peuvent même se faire sans dépôt de CV. Alors, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Ouais, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures. Merci beaucoup Frédéric Brundel. J'adore la mauvaise foi de nos acteurs. Allez tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, quand un youtubeur va trop loin pour obtenir des vues, un Américain vient d'admettre avoir mis en scène le crash de son petit avion. Oui, 3 200 000 vues tout de même désormais pour la vidéo de cet amateur d'aviation. J'ai crashé mon avion, c'est le titre, une mésaventure publiée fin 2021. Défaillance moteur, saut en parachute, atterrissage dans la végétation en pleine forêt californienne. Mésaventure très bien documentée, trop bien documentée. Shit. Par un heureux hasard, notre Saint-Exupéry du 21e siècle pense à prendre une perche à selfie pour filmer son saut en parachute. On assiste donc à tout, ces minutes de chute, puis cet atterrissage. Oh my gosh. Oh my gosh. My God. Alors par miracle, 2 caméras postées sur l'avion filment aussi la chute puis le crash de l'engin. Donc on le voit abandonné en vol par son pilote en train de voler puis de se crasher. Pilote qu'on voit une fois au sol se filmer pour partager son désespoir, sa solitude. Il se filme même quand il trouve un petit point d'eau pour pêcher, pour boire au miracle. Oh my God. Autre séquence de bonne grosse émotion quand les secours parviennent à lui et le retrouvent.
Voilà, sauf que derrière la belle histoire, il y avait aussi beaucoup d'incohérences que les amateurs d'aviation n'ont pas tardé à débusquer. Pas de tentative d'appel radio pour les secours, pas de tentative de redémarrage du moteur, sans parler du saut avec la perche à selfie. Bon, finalement, acculé devant la justice, Trevor Jacob admet avoir tout mis en scène et avoir craché son avion en pleine forêt nationale pour faire une bonne vidéo. Le youtubeur avait même ensuite dispersé les pièces de l'avion pour faire obstacle à l'enquête. Il a donc plaidé coupable d'obstruction d'une enquête fédérale et risque tout de même jusqu'à 20 ans de prison. Et vous vous rendez compte, pour faire une pauvre vidéo sur Internet, c'est dingue. La catastrophe, non mais... C'est dingue, et je pense que ça sans se dire que peut-être que sous l'avion, il puisse y avoir quelqu'un. Mais c'est vrai qu'en même temps, on voit que la viralité sur Internet en général suscite tellement de convoitises et de jalousie qu'effectivement, ça rend les gens fous. Hein. Mais c'est vrai pour toutes les plateformes. Parce qu'en fait, ça donne, ça peut tellement faire changer la vie des gens qui espèrent après une vie très facilitée, avec des partenariats, avec des marques, etc. Qu'en fait, les gens sont prêts à tout, en effet, pour buzzer du jour au lendemain. C'est un peu l'un des seuls boulots où vous pouvez effectivement exploser d'une heure à l'autre. Mais effectivement, à quel prix ? Autre bad buzz sur les réseaux sociaux. Dans l'heure, 2 adolescents se sont filmés sur Snapchat en train de torturer des chatons. Oui, ils les jettent en l'air, ils les projettent contre un tronc d'arbre avant de les laisser morts sur place. Enquête ouverte par le parquet d'Évreux. Les 2 individus, élèves de 4e dans un collège de l'Eure, rigolent en voyant les cadavres des chats, relève sur Twitter une association de protection des animaux, celle qui a déposé plainte. Je ne vais pas commenter parce que ce que je vais dire peut être extrêmement grave. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec des sujets que vous pourrez bien entendu commenter avec plaisir. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche et Tom Conan. Merci en tout cas de votre fidélité, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Frédéric Brindel est avec nous jusqu'à 19h. Et c'est un petit peu une belle journée à cause de ça. Ah bah c'est gentil ça. Voilà, avec un petit peu seulement. Hein. Oui, non. Et puis à cause d'eux, c'est. Faut que je partage je avec. Presque grâce à. J'ai fait écouter des belles chansons tout à l'heure. On a bien aimé. C'est complexe vos mots. Oui, je me disais qu'il fallait que je un petit peu je vulgarise pour vous. Et vous avez compris alors parce que René m'a dit. Il faut un peu des sous-titres là quand même. Ça a commencé par Eddie Mitchell. Oui, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Philippe David nous habitue à des choses plus terre à terre. Le mélange de texte et de musique, c'est remarquable, mais il faut des gens évoluer pour écouter. Mais il est censé revenir, et c'est pour ça que je le fais, puisque les gens qui écoutent Sud Radio, justement, sont des gens évolués, et c'est pour ça que je le fais. Non, mais n'oubliez pas qu'il y a un chroniqueur basique, et qu'il a du mal. Les indignations univoques de Philippe David sont plus simples à digérer. On embrasse Philippe David, bien entendu, qui nous écoute, donc qui nous envoie des textos. Je vous demande de vous arrêter. Allez, le tour de table de Philippe Bilger. Buenas tardes, amigos. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table de l'actualité. Et vous voulez revenir sur David Lisnard qui souhaite une primaire chez les LR, et vous pensez qu'il a raison. Voilà, il y a quelque temps, Éric Ciotti, lorsqu'il est devenu président des Républicains, avait annoncé qu'évidemment, Laurent Wauquiez serait le candidat naturel. Et puis peu à peu, tout cela s'est délité et apparaissent maintenant au moins trois candidats, peut-être Xavier Bertrand, David Lisnard qui sort du bois, et puis bien sûr Laurent Wauquiez. Ce qui m'intéresse, c'est que David Lisnard est un homme brillant, intelligent, mais assez prudent. Et le fait que dorénavant, il donne clairement son avis sur la primaire, et il me semble pertinent, parce que je ne vois pas comment on pourrait départager les candidats en 2027 si on ne fait pas une primaire dense et loyale, sauf à vouloir imposer par un coup de force un candidat qui serait qualifié de naturel. Donc voilà, c'est pour cela, ma chère Cécile, mon cher Frédéric, que j'approuve David Lisnard. Enfin, ça n'avait pas marché, mais vous y revenez quand même, parce qu'il n'était pas content, les LR. Ah non, ça n'a pas marché, parce qu'on a eu des candidats, et on a traîné, on a retardé, et puis il faut aussi des candidats de qualité. Il y en avait un,
j'ose le dire, Philippe Juvin. Mais le problème, c'est qu'il savait qu'il ne gagnerait pas. Et puis, malheureusement, j'ai soutenu jusqu'à Lali Valérie Pécresse. Elle a été une candidate catastrophique. Et toi, Philippe, est-ce que tu aurais quand même pu être candidat, tu penses moi, j'aurais adoré ça à l'époque où j'avais envie de ça. Et qu'est-ce que tu aurais défendu alors? Ça aurait été quoi les grandes lignes? Les grandes lignes... Allez Philippe, hein. Ça y est, alors parti, sécurité, immigration, tous les sujets faciles quoi. Je pense que la droite a manqué de ce que j'appellerais un humanisme réaliste. Tu vois, je pense que sur tous les sujets, y compris ceux dont on parle tout le temps à Sud Radio, passionnant, on pourrait Sarkozy dans le programme de 2007. Je dis bien dans le programme de 2007, ensuite complètement dénaturé, avait donné de la droite une image extraordinaire parce qu'en réalité, il avait intégré tout ce que la gauche s'est abusivement approprié et en gardant de la droite ce qu'elle avait de bien. Mais je pourrais être plus précis si un jour, à 95 ans, on me sollicite. Voilà. Joe Biden, on peut peut-être préparer la campagne électorale. Mais Lisnard, Premier ministre, Bilger, ministre de la Justice. Mais Lisnard, s'il y va, pourquoi pas? Non, je veux dire qu'il soit président. Avec que vous soyez ministre de la Justice. On a entendu. On sent la candidature. Mais vous êtes... vous me prêtez de piètres ambitions. Immense. René Chiche. Moi, j'y crois. Lui, il veut être PM ou PR, comme on dit. Tom Conan, sur fond de crise du crédit. Des vraies voix. Voilà, c'est ça. Alors, oui. Avec plaisir. L'immobilier grimpe de 10 000 euros de mètre carré à Paris, voire plus. En fait, non, c'est que ce qui se passe, en fait, c'est qu'actuellement, on est à un peu plus de 10 000 euros et donc les prix baissent à moins de 10 000 euros. En tout cas, c'est ce qui est envisagé pour l'été prochain. Donc, en fait, il y a une contraction des prix qui n'a pas eu lieu depuis plus de 4 années. Et puis, ça fait suite, évidemment, à une envolée qu'on observe depuis environ 2 décennies. Donc, en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, le contexte assez particulier, comme vous savez, de difficulté d'accès au crédit et de hausse des taux d'intérêt. Il y a de 40% de crédits en moins qui ont été alloués en moyenne par rapport à l'année dernière. Et la situation va continuer. Donc, les prix chutent. Et donc, 10 000 euros, en fait, ça devient assez peu, finalement, pour Paris, où il y avait des coins où on était bien au-delà en moyenne. Et donc, en réalité, on peut se dire qu'à Paris, peut-être, on peut rêver, en tout cas, redeviendra abordable. Parce que moi je rêve d'une époque que j'ai pas connue, mais dans les années, je sais pas, 70-80, où il y avait des profs, des gens qui étaient les classes moyennes supérieures et qui n'étaient pas richissimes, qui pouvaient habiter boulevard Saint-Germain, etc. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Si vous n'êtes pas millionnaire, ça risque pas d'arriver. Donc, ça peut être intéressant ce qui se passe. En fait, c'est une crise de l'immobilier, mais qui peut-être redonnera un souffle social derrière. Très bien. En plus, on fait des économies de voitures, on n'a pas à en acheter. Voilà. Il vous reste 20 secondes. René Chiche, la menace des syndicats contre le Festival de Cannes est une mesure contre le peuple, vous dites. Eh bien oui. Là, il vous reste 5 secondes. Alors, il me reste combien de temps? Merci René. Allez-y, René. À bientôt. Franchement, moi je suis outré d'abord par cette menace des syndicats de vouloir perturber le Festival de Cannes, comme d'autres manifestations culturelles d'ailleurs. Mais en l'occurrence, je voulais parler du Festival de Cannes, que je connais bien. Parce qu'en fait, vouloir perturber le Festival de Cannes, c'est en fait... porter franchement atteinte au peuple. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le Festival de Cannes, derrière la façade qu'on voit, la façade des stars, des tapis rouges, des grandes soirées, eh bien c'est un événement extrêmement populaire. Quand vous allez à Cannes, vous voyez des milliers de cinéphiles, des associations de cinéphiles, des étudiants, je connais très bien, des lycéens, des gens qui sont invités par la région ou par la ville de Cannes pour assister au film et dont le grand bonheur de l'année d'aller au Festival de Cannes pour monter les marches ou pas d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier non plus que le Festival de Cannes, au départ, c'est une manifestation populaire et de gauche, créée par un ministre de gauche, Jean Zay, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts. Donc vouloir comme ça perturber cet événement où, bien sûr qu'on voit des stars, bien sûr qu'on voit des producteurs, mais ce n'est pas l'essentiel. Comme vous avez par exemple dans la grande salle du théâtre, le Grand Théâtre Lumière, où il y a les grandes projections, vous savez que sur les 2300 places, mais en fait il y a 1000 places certes pour les professionnels du cinéma, la presse, etc., mais il y a 1300 autres places pour les gens du peuple, des gens qui viennent voir des films et qui sont heureux de découvrir les grands films de l'année, etc. Donc voilà, c'est une atteinte au peuple, et je trouve que vraiment... Vous savez que les gens au Festival de Cannes, par exemple, les cinéphiles, ils vont pas dans les restaurants, ils mangent des sandwichs entre 2 projections, ils sont assis au bord
au bord des mares. C'est un événement populaire et quand les syndicats veulent perturber ce genre de choses, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup René Chiche. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Hier, la contrôleuse générale des lieux de privatisation de liberté a dénoncé dans un rapport annuel une nette aggravation de la surpopulation carcérale. On va en parler dans un instant. Restez avec nous et ce numéro 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Ravi de vous retrouver pour cette émission de fin de semaine. Les vraies voix avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger, Tom Conan et bien entendu René Chiche. Voilà. Ou Riche. Ça dépend. Riche. Oui, non, René Chiche, c'est une rime riche. C'est ça, c'est différent. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous retrouver chaque jour, bien entendu. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La France, patrie des droits de l'homme, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. En octobre, la France comptait environ 70 800 détenus dans ses 188 établissements pénitentiaires pour 61 000 places. On est 4 personnes dans une cellule de 3. C'est inadmissible. À lui, la France, où est la justice? On n'a rien du tout. Rien du tout. On ne peut même pas manger. Les frigos sont débranchés. Les plats qui sont retournés à l'envers. Je vois que la prison, c'est un endroit inhumain, sordide, difficile. Des rats, des cafards dans les cellules et des punaises de lit. Je le souhaite à personne, la prison, ça sert à rien d'y aller, c'est une perte de temps. Et rendu public ce jeudi un rapport annuel de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce l'abandon de l'État dans les questions relatives aux prisons françaises, en cause la surpopulation carcérale, le manque d'hygiène et les défauts de protection des prisonniers qui, selon Dominique Simoneau, qui sera avec nous dans quelques instants, portent des atteintes graves aux droits fondamentaux des détenus. Philippe. Frédéric, donc, un nouveau pic historique vient d'être atteint dans les prisons françaises. 73 080 personnes y sont détenues, alors tenez-vous bien qu'il n'y a que 60 899 places. Des maisons d'arrêt qui débordent, la contrôleuse des prisons Dominique Simoneau écrit dans son rapport annuel publié hier, je cite, l'inertie coupable du gouvernement. Qu'en pensez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio? Et pour en parler, elle est avec nous, Dominique Simoneau. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Philippe Bilger, et un petit tour d'horizon justement sur ces prisons aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on parle de ça, justement, de la tenue en tout cas de ces prisons, du manque de place, du fait qu'il faille des places supplémentaires. On a l'impression que les choses n'arrivent toujours pas. Lorsque Dominique Simoneau, qui est une amie et qui a une personnalité que je respecte, même si je la contredis judiciairement et pénitentiairement, a totalement raison lorsqu'elle dénonce le caractère inerte du pouvoir et les atteintes à la dignité dans les prisons. Et ces atteintes à la dignité, je dirais, pourraient être levées dans l'urgence. Il y a un grand nombre d'incuries, de scandales, de dégradations. Et bien sûr, je pense à, par exemple, 2000 matelas, il y en a peut-être même davantage. Il me semble qu'on aurait pu régler tout cela. La seule chose qui me distingue de Dominique Simoneau, c'est que je n'ai pas une vision compassionnelle de la prison. Je ne pleure pas sur les détenus et je considère que on peut à la fois réclamer l'amélioration des conditions de la prison, réclamer de nouvelles places d'enfermement et par exemple parler de ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la montée de la délinquance et de la criminalité. Tom Conan, sur la dignité peut-être. Bah oui, moi je sais pas s'il faut pleurer sur les détenus, mais en tout cas il faut peut-être pleurer quand même sur les conditions de détention des détenus. Non, je sais pas, en tout cas si j'étais concerné, je veux dire, je pense pas effectivement que je trouverais ça normal. Il me semble quand même que justement en état de droit, évidemment c'est facile à dire, c'est peut-être très compliqué en pratique à gérer, mais ça suppose quand même que effectivement le cas extrême, c'est quand même la privation de liberté. C'est un petit peu l'extrémité de ce qu'une démocratie peut faire finalement à l'encontre d'un individu qui a violé la loi, et même à l'encontre des pires personnages qui ont commis les pires choses. Même pour ces personnes-là, justement, on sait très bien qu'il est quand même nécessaire que la République sache prendre un petit peu de hauteur par rapport à cela, justement, et leur offre malgré tout, sans condition, on pourrait dire, des conditions de vie qui soient dignes. Moi, je pense que
c'est absolument essentiel en réalité. Juste avant de donner la parole à René Chiche, les prisons françaises respectent-elles les droits de l'homme? C'est la question que l'on pose. Pour l'instant, vous dites oui à 59%. Oui, consultation auprès des auditeurs de Sud Radio. Allez-y. Alors, si la question c'est est-ce que porte atteinte aux droits de l'homme, moi, je suis d'abord plutôt d'accord avec ce que vient de dire Philippe, parce qu'effectivement, on sait depuis longtemps que les prisons françaises manquent de moyens, ne sont pas vétustes, manquent de personnel, etc. On peut aussi se demander si parfois on n'enferme pas trop certaines personnes pour des délits qui ne mériteraient pas la prison. On pourrait peut-être développer les travaux d'intérêt général qui n'ont pas encore été faits, vraiment. On les développe, mais pas assez. On pourrait développer le bracelet électronique. Par contre, pour répondre à la question que vous posez, si justement à Sud Radio, est-ce que c'est une atteinte aux droits de l'homme? Alors là, moi, je dis non. Parce que atteinte aux droits de l'homme, c'est un concept tellement grave, tellement important et qui draine tellement de choses vraiment gravissimes que je ne pense pas. Pour moi, atteinte aux droits de l'homme, c'est dans les pays dictatoriaux, c'est la torture, c'est empêcher les gens de voir leur famille, c'est les empêcher de manger, c'est être battus. Même s'il y a des problèmes dans les prisons françaises, je ne pense pas qu'on en soit là. 3 vraies voix, 3 avis, réaction donc de la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté qui est en direct avec nous. Et merci Dominique Simoneau. On a voulu ce tour de table pour vous donner quelques pistes. Vos réactions, peut-être déjà la réaction et le constat direct à votre rencontre de Philippe Bilger. Mais bonjour Philippe d'abord. Bonjour Dominique. Je sais que on n'est pas d'accord sur tout, loin de là. Mais bon, j'approuve ce que tu as dit tout à l'heure. Mais il faut avoir visité les prisons et voir ce que je vois et ce que voient mes équipes pour comprendre ce que je veux dire. Voyez, la prison. Moi, je suis d'accord. Il faut punir les gens. Il faut qu'ils soient ceux qui ont commis des délits ou des crimes, on n'en parle même pas, mais des délits. C'est-à-dire ceux qu'on trouve dans les maisons d'arrêt pour les courtes peines, eh bien, il faudrait en faire un temps qui serve à quelque chose. Or, dans l'état où sont les prisons, c'est un temps mort, où les gens sont entassés de façon, je pèse mes mots, immondes, dans des conditions infectes. Ils me montrent leurs corps qui sont bourrés de piqûres de punaises de lit. Ils ont moins d'1 mètre carré d'espace vital par personne pour se mouvoir dans des cellules où ils restent enfermés 21 heures sur 24. Mais bon sang, vous ne trouvez pas que ce serait mieux que ce temps soit mis à profit pour apprendre quelque chose aux détenus, pour leur donner le goût d'un travail, par exemple, il y a 17% d'analphabètes en prison, illettrés, eh bien... Mais ça existe quand même des prisons aujourd'hui qui permettent aux détenus de travailler et d'apprendre un métier, ça existe. Ça existe, mais il y a tellement de monde dans les prisons. Et pensez aux surveillants, aux métiers de surveillants actuellement, qui voient leurs tâches triplées, qui sont désespérés, qui nous confient leur désespoir, leur détresse devant le boulot qui les attend. Ils passent leur temps à courir d'un coin à l'autre, à avoir peur. Ça crée des tensions, des violences. Les détenus nous disent, ils m'ont dit, mais nous les surveillants, il y a des violences, mais on finit par les comprendre. On est trop, ça les rend fous. Et pourquoi la prison est ce temps mort en France? En Allemagne, où j'ai visité les prisons, ils sont 1 par cellule, ils sont 70% à travailler. Là, c'est souvent 3 par cellule. Là, c'est 3. Oui. Allez, petite réaction de Tom Conan. Petite question, est-ce que c'est un sujet qui est passionnant? Est-ce que vous ne pensez pas, madame, quand même que finalement, ces atteintes à la dignité, alors aux droits de l'homme, c'est peut-être vague, mais la dignité, c'est un concept assez précis quand même, dans le droit y compris. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est des formes de maltraitance? Moi, je pense que c'est une forme de châtiment corporel. Oui, donc c'est de la maltraitance. Exactement. Exactement. Or, à quoi ça sert? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Bien sûr qu'il faut punir les méchants. Bien sûr que, tant pis, oui, il faut des prisons, je suis d'accord, mais pas dans ces conditions. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens, d'ailleurs c'est la loi qui le prévoit, il faut que les détenus ressortent meilleurs, aptes à mener une vie normal dans la société, exemple de crimes et de délits. Pardon de vous couper. On a beaucoup d'auditeurs forcément qui nous laissent des messages, beaucoup qui nous disent bah oui, mais nous on comprend pas qu'ils aient la télévision, on comprend pas que certains aient entre guillemets, je parle de confort de vie, de ne pas travailler, de regarder la télé, de faire du sport. Est-ce qu'il n'y a pas il y a certainement un biais à trouver, mais forcément quand vous êtes à l'extérieur et que vous savez
qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ont fait des choses qui sont qui ont passé la ligne. On est, comment dire, peut-être moins sensible à ce qui se passe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre? Mais bien sûr que je comprends tout ce que vous me dites, mais je crois que c'est un regard biaisé que vous me livrez aussi. Parce que, comme je vous le dis, pourquoi... C'est pas ce que je pense, c'est ce que je lis voilà. Je comprends très bien, mais parce que, si vous voulez, comme je vous le disais, pourquoi la prison ne servirait-elle pas plutôt à réinsérer les gens? Vous comprenez, au lieu que là, à 3 par cellule dans si peu d'espace, à quoi ça sert? Moi, c'est ça que je veux dire. René Chiche, je peux poser une question. Bonsoir, Madame Simoneau. Bonsoir. En fait, moi, je pense, peut-être comme vous, que en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de monde dans les prisons pour pas assez de place. Donc, ça fait des années, effectivement, qu'on nous promet des créations de nouvelles prisons. Alors, comment expliquez-vous que ça met autant de temps? Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, en 2000, quand il a été élu la première fois, il avait promis 15 000 places. Oui, ça je sais. Il y en a 2000 qui ont été livrées. La prison de Lutterbach, livrée en décembre 2021, avait été promise par Michel Alliot-Marie en 2008. Vous voyez le laps de temps? Et elle est déjà pleine à 180%. Donc, quelque chose ne va pas. Il faut bien. C'est ça l'inertie coupable dont vous parliez. On peut le rappeler. Exactement. Restez avec nous, Dominique. Restez avec nous. 0826 300 300. Hector voulait réagir. Hector, rebonsoir. Oui, bonsoir. Donc on rappelle qu'Hector de Montpellier est gardien de prison et on voulait ce témoignage de. Allez-y, Hector. Écoutez, donc je suis pas forcément surpris par ce que je viens d'entendre. Alors on parle. Certes, vous visitez les prisons, sachez, madame, qu'ils vous disent un discours d'un autre côté. Moi, ce que j'entends à longueur de jour, pourquoi surveillant, je vais travailler pour un salaire de 2000 € alors que dehors, je fais au minimum 120 € par jour en trafiquant. Déjà, premier point. Deuxième point, les prisons. On parle de l'État, il y a des puces, tout ça. Oui, parce qu'on a affaire à des gens qui sont sans éducation. Quand ça jette les détritus par les caillebotis, forcément, il y a des rats qui arrivent. Forcément, ça nettoie pas leurs cellules parce qu'ils ne sont pas forcés. Et dernier point, il faut des places de prison. Mais ce qu'il faudrait construire dans les prisons, je pense que ce sont des usines et les mettre réellement au travail, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est que sur du volontariat. Et en plus, donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on soit... Alors on est en France, donc forcément, ce sont soi-disant les gens opprimés qu'on défend, mais à l'heure actuelle, on parle des droits des détenus, mais par contre, on ne parle pas des droits des victimes. Parce que moi, je me mets à la place des victimes, comme il y a eu cette histoire de cette pauvre fille là, qui a été violée et que finalement on a laissé la personne libérée, tout simplement parce que le gars a été réinséré et il était père d'un enfant. Alors quand les victimes, elles vont voir leur bourreau, parce que c'est souvent ça ce qui se passe même en maison d'arrêt, vous avez de véritables bourreaux, qui sont en train de jouer dans des piscines, qui sont en train de jouer à Koh-Lanta, et qui, quand évidemment il y a des parlementaires ou des visiteurs officiels, comme le contrôleur des lieux de privation et de liberté, ils leur servent un discours, mais qui est complètement tout autre quand ces gens-là ont le dos tourné. Donc, ça, c'est un témoignage, c'est du vécu. Allez, vous bougez pas, on va laisser Hector répondre, Dominique Simoneau. Quand vous entendez ces témoignages, parce que lui, pour le coup, c'est son métier, forcément, il y a une dichotomie entre les deux témoignages. Oui, je comprends. C'est l'opinion de Monsieur Hector. Moi, quand on visite une prison, on parle beaucoup. Visiblement, c'est plus une opinion, c'est plus qu'une opinion, c'est un vécu en fait. Voilà, on parle beaucoup avec les surveillants, mais je ne dis pas qu'il y a que des adorables détenus enfermés, et je ne pleurniche pas sur les détenus, et je ne suis pas cuit, les petits oiseaux, mon Dieu, les pauvres et tout. Je vous dis juste, à quoi ça sert là? Ça nous coûte 110 € par jour et par détenu. La vie du surveillant, elle est épouvantable dans les maisons d'arrêt, où il y a trop de monde. Mais sans qu'on prenne les choses en main. Pourquoi en Allemagne, il y a 70% des détenus? Oui, c'est ce que vous avez dit, mais il y a quand même des entreprises qui font travailler des détenus. Il n'y a que 25% des détenus au travail. Il n'y a pas assez de travail en prison. Il n'y a pas assez de rien. Mais est-ce que les détenus, alors ça, je ne sais pas, est-ce que les détenus sont obligés de travailler ou si ce que dit Hector, c'est sous volontariat?
C'est le volant. Donc, attendez, c'est d'abord, d'une part, peut-être le volontariat, mais de toute façon... À ce moment-là, il faut l'imposer, c'est non, tout. Si mais même, vous avez beau vous inscrire pour travailler en prison, vous n'y arrivez pas parce que il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Bah, vous savez, on va chercher des gens à l'étranger pour nous aider sur des postes qui sont pas pris. Ce serait peut-être intéressant, plutôt que sous forme de volontariat, de dire bah voilà, vous devez aussi rendre à un moment donné et venir aller travailler dans des entreprises. Il y a peut-être des entrepreneurs qui seraient ravis d'avoir des coups de main. Ils seraient peut-être ravis, mais il faudrait les faire sortir, les détenus, parce que là, il y a trop peu d'entreprises en prison. Il y a trop peu. Dominique Simoneau, vous êtes arrivé en 2020, donc ça fait 3 ans. Vous tiriez déjà la sonnette d'alarme. Est-ce que sur ce laps de 3 années, la situation s'est empirée? Empirée, oui, exactement. Empirée. Elle a empiré énormément. Vous voyez, pendant le Covid, on avait libéré des gens, les détentions étaient mieux gérées, tout le monde disait ça va mieux, et puis c'est reparti à la hausse, d'une façon fulgurante. Et moi, je me demande quand même dans tout ça, alors j'imagine qu'il doit y avoir des rapports qui ont dû être faits là-dessus. Est-ce que ces conditions-là, lorsqu'il y a des conditions de détention qui sont vraiment terribles comme vous le décrivez, est-ce que ça augmente le risque de récidive? Parce qu'à un moment donné, si on enferme les gens, c'est quand même aussi pour les isoler de la société, pour faire en sorte qu'on les empêche de nuire, effectivement. Donc le but, c'est quand même d'empêcher la récidive. Est-ce que donc ça a un lien? Oui, ça a un lien. Parce que quand vous sortez de là au bout de 6 mois, 8 mois, vous êtes dans un état pas du tout. C'est épouvantable d'avoir été détenu dans ces conditions. Donc vous sortez pas meilleur. Bien sûr, on est traumatisé, quoi. Oui, c'est traumatisé. Bon. N'exagérez pas non plus, Tom. Il y a la punition, mais le but, c'est pas de rajouter une punition supplémentaire. Dans la peine, il n'y a pas marqué vous allez en prison et puis en plus, vous allez être dégradé au quotidien. On n'est pas dans Papillon avec Steve McQueen. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Oui, je connais bien. Dominique Simoneau, on a parlé des méchants. Alors bien sûr, ils sont tous méchants, mais on ne met pas quand même des moyens méchants avec des très 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 méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est mélangé de toute façon. Tout est mélangé, c'est-à-dire que on peut avoir un accident de la route dont on est coupable et on se retrouve avec un terroriste. Non, c'est pas possible. Non, terroriste, non, parce que ça c'est à part. Voilà. Mais un grand bandit, oui. Un grand bandit, oui. Et puis surtout, comme je vous le disais, le but c'est quoi? Parce que ces gens vont sortir. On parle de maison d'arrêt, donc c'est les courtes peines, c'est pas les pires criminels. Eh ben, pourquoi on ne prend pas les choses en main pour les faire sortir un peu avant, de façon encadrée, par des juges d'application des peines, par les services d'insertion et de probation, pour surveiller leur trajet dehors. Sans doute parce que les victimes n'ont pas très envie. C'est peut-être aussi le sujet de penser aux victimes. Après, effectivement, il faut encadrer. Tout n'est pas parfait, ni dans un sens ni dans un autre. En tout cas, je vous remercie, chère Madame, d'avoir été avec nous. Merci Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Vous restez avec nous dans un instant. La suite, on est ensemble jusqu'à 19h avec Frédéric Brindel et nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et on les aime, nos vraies voix. Alors, bien sûr, on préfère Philippe Bilger, mais bon, ça, tout le monde le sait. Moi, j'ai un faible pour René. J'ai un faible pour René. Merci, Frédéric. Brun, je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a triché tout à l'heure. On ne peut pas lui faire confiance à Frédéric Brindel. Tom Conan est avec nous, bien sûr, et René Chiche est avec nous, et Arnaud qui est avec nous aussi au 0826 300 300. Bonsoir Arnaud, vous vouliez réagir sur un de nos sujets. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. D'abord, vous faites quoi, Arnaud? Racontez-nous un petit peu votre vie en 2 secondes. Alors, moi, j'ai racheté une entreprise de menuiserie en Ariège. Oh là là, j'adore ça. L'Ariège, foi dans l'Ariège. J'adore les artisans, je trouve ça canonique. Alors, du coup, c'est Saint-Jean-du-Falga, c'est à côté de entre Pamiers et Foix. Ah oui, très bien. Et vous vouliez réagir, un peu plus sur l'économie, du coup, alors. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai racheté l'entreprise et quand je vous écoute dire des grosses entreprises, en parlant de Macron qui balance les entreprises, qu'on va être milliardaire, en fait, moi, je pense que c'est les petits patrons comme moi qui font marcher la France. Ah, ça, c'est sûr. Vous avez des employés, Arnaud? Non, moi, j'ai un associé, on est 2. Vous êtes 2, oui. J'ai pas d'employés. Et c'est vrai que l'artisanat revient beaucoup. Est-ce que vous avez plus de travail qu'avant? Oui, là, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de Toulousains qui viennent dans l'Ariège depuis le Covid. Oui.
et qui nous font bosser énormément. Oui. Ah, bah ça c'est bien. Tom. Mais c'est vrai que je suis d'accord, il y a assez peu de mentions finalement dans le milieu politique, médiatique sur les petites entreprises, effectivement, les TPE, les PME. Il y a toujours effectivement un focus sur les grandes entreprises, qu'on a des grands fleurons français, donc on essaie de mettre en avant. Et même quand on parle de politique industrielle, on pense très souvent effectivement à des grandes entreprises, alors qu'au quotidien, en effet, les artisans et même toutes les boîtes de services, les commerçants, qui vous voulez, effectivement ont un rôle absolument essentiel. Et eux sont pas forcément d'ailleurs dans la même situation, parce que généralement c'est des entreprises qui sont portées par une personne, par un associé, parfois deux, parfois trois, avec un petit capital social, et souvent à la moindre difficulté ils peuvent eux-mêmes se retrouver dans la mise. Donc précision on devrait davantage sur le classement de l'attractivité des Français qui sont les premiers en Europe. L'alerte émise par les cabinets, donc on l'a dit tout à l'heure, besoin de compétences industrielles pour les nouveaux métiers. Il y a les procédures d'implantation qui sont considérées comme très lourdes. Et le troisième point sur lequel on tire la sonnette d'alarme, attention, il faut porter attention aux PME. Et c'est ce que vous dites, Arnaud. En fait, si TPE, ça ne fonctionne pas, l'ensemble ne fonctionnera pas. C'est ça, Arnaud? Si, mais après, moi, l'entreprise, j'ai racheté l'entreprise, elle a 25 ans d'ancienneté. Et après, moi, tous ceux qui sont lancés aujourd'hui, comme j'ai fait moi, et ben, c'est des entreprises qui marchent, enfin, dans notre secteur, dans l'Occitanie. Bah oui, parce qu'il y a du boulot, donc, et de la demande, forcément. Et après, nous, on apporte un service, un vrai service, quoi. Et puis, on a toujours tendance à oublier que ces petites entreprises qui sont généralement dans des petites communes, elles redynamisent les centres-villes, elles permettent de trouver de l'emploi. Et puis, vous faites certainement travailler d'autres entreprises aussi, Arnaud. Ah ben, moi, je fais bosser. Après, moi, tout ce que j'achète, ça vient tout d'Occitanie. Je ne fais pas bosser... ben voilà, les circuits courts. Moi, circuit court. Et c'est ce que je mets en avant. Et le travail manuel, je trouve que maintenant, ça redevient sexy. Pendant des années, on a dit, fais des études longues, travailler dans un bureau, faites du marketing. Vous savez depuis quand? Depuis Notre-Dame. Il y a plein de métiers, de filières qui sont revenus à la mode. C'est quoi le nom de votre menuiserie qu'on vous fasse de la pub, Arnaud? Alors, faites-moi de la pub. Moi, mon entreprise, elle s'appelle Arnaud Menuiserie. Magnifique, Arnaud Menuiserie. C'est simple, c'est efficace. Simple, efficace. Merci. Dans l'Ariège. Merci, Arnaud. Merci beaucoup. À Saint-Jean-du-Falga. Et ben voilà, on va vous envoyer des clients. Merci mille fois, Arnaud, d'avoir témoigné pour nous en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Tom Conan. Merci beaucoup, René Chiche. Et merci de nous avoir gentiment. Grand plaisir. C'était vraiment bien, René Chiche. Moi, je l'ai trouvé super, René Chiche, dans le surtout ses chocolats. Mais il est très lucide, Frédéric. Non, vous avez été formidable et j'ai adoré travailler avec vous, Frédéric. Dans un instant, on parle de quoi, Frédéric, avec vous? Alors, les vraies voix du sport approche de la finale de la Coupe de France de football féminin. OL, PSG, c'est samedi. Nous serons avec Aline Riguera. Et puis, le Grand Prix de France au Mans, MotoGP. Et on vous retrouve lundi avec Philippe David. Passez un bon week-end. Salut.